Merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. Vous êtes les bienvenus dans cet autre numéro de Café Débat. Vous le savez, Café Débat, c'est l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Et bien, dans ce dernier numéro de la semaine, nous nous focalisons sur un tout autre sujet, différent évidemment de nos sujets les plus prisés, c'est-à-dire les sujets politiques. On va s'inviter un peu dans le domaine de l'histoire, le domaine de la culture, le domaine du tourisme évidemment. Vous le savez, la Guinée, sur ce plan aussi, est un véritable scandale, on va dire touristique et historique, sauf que le constat dans notre pays, c'est que les sites touristiques et historiques sont tout simplement oubliés, inexploités, alors qu'ailleurs dans le monde, et voire dans la sous-région africaine, c'est justement là des sources de revenus pour ces pays, mais aussi des lieux qui font objet de véritable tourisme international. Pour en parler dans cette émission, évidemment, nous avons décidé d'inviter et de donner la parole à M. Paul Théa. Il est guinéen établi aux États-Unis et qui vient de temps en temps, et évidemment en Guinée, qui est économiste de formation, mais cinéaste, chercheur, réalisateur, qui a fait d'énormes recherches sur la traite négrière, mais aussi sur des sites comme le Rio Pongo, Rio Nunez, ainsi de suite. Et il est avec moi sur ce plateau pour parler de toutes ces situations. Monsieur Paul, bienvenue dans cette émission Café Débat. Merci de m'avoir invité, c'est un plaisir d'être là. C'est votre toute première fois d'être là, dans cette émission. D'abord vos impressions. Mais ça fait plaisir de voir qu'il y a beaucoup d'évolution en Guinée, parce que moi je présente des émissions aux États-Unis. Ouais. Donc quand on vient voir là, on voit des jeunes journalistes comme vous faire ce travail-là, c'est encourageant. Donc je vous encourage, je vous félicite. Merci beaucoup. Merci surtout de la disponibilité. Alors je le disais tout à l'heure, la Guinée, comme on le dit souvent, scandale géologique. La Guinée, on va dire château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Sur un tout autre plan aussi, culturel, historique, traditionnel, la Guinée aussi a de pleins potentiels. Mais le constat, c'est que depuis plusieurs décennies, c'est des potentiels qui restent inexploités, qui restent encore vierges. Alors vous au-delà de votre formation d'économiste, finalement, vous vous êtes intéressé à l'histoire d'un certain nombre de lieux, depuis la période de la colonisation, par exemple le Rio Pongo, et puis sur les sujets de la traite négrière, vous vous êtes focalisé là-dessus, et il se trouve que franchement, ce n'est pas un sujet qui est prisé dans notre pays. D'abord, vous revenez un peu sur qui est M. Paul Théa, après on revient sur cette question de sites historiques et touristiques dans notre pays qui sont oubliés. Voilà, bon, brièvement parler, moi j'ai fait économie d'entreprise à l'université de Montpellier, c'est ma formation de base. Bien. Donc mon premier travail c'était à la caisse d'épargne de Toulouse. Donc après j'ai fait l'IPC, c'est Institut de promotion commerciale, gestion informatique. Donc après c'était la publicité, le marketing. Ensuite, je suis venu dans le tourisme dans les années 90. Et ensuite, bon, je suis venu ici en 97. J'avais créé un centre de formation professionnelle à Zérékoré, gestion informatique secrétariat, ça s'appelait CFOP, Monseigneur Théa. Et de là, j'ai eu l'opportunité d'aller aux États-Unis. Donc, c'est aux États-Unis que j'ai fait la radio et la télé. Donc, je me retrouve dans la communication avant de faire le cinéma. Bien. Bon, par contre, la radio, mon père faisait la radio. Il a été le premier directeur du studio école de la RTG, de l'époque où on voit la voix de la révolution. Il a tout fait pour que je fasse la radio et la télé. Je disais non. Et puis maintenant, je suis dedans. Donc voilà. C'est le doyen. Vous voulez bien nous rappeler le nom de... Oui, c'est Tonton Gérard. Et après lui, mon oncle est devenu directeur, Tonton du Long Théa. Donc vous voyez, les Théa, on est déjà effectivement. C'est le plus connu, parce que lui, il était journaliste, on parlait à la télé et à la radio. Donc il est le plus connu. Alors vous n'avez pas voulu tout de suite suivre la trace de votre papa et de votre oncle Odilon Théa. Vous avez fait économie. Après, vous vous retrouvez de toute façon un peu dans le même monde, parce que aujourd'hui vous êtes dans le monde du cinéma, de la réalisation, des documentaires. Oui, qu'est-ce qu'on peut encore retenir de votre parcours? Parce que j'ai entendu dire que c'est vous qui avez réalisé par exemple le documentaire sur le AFIA 77. Oui, parce qu'en fait, quand j'ai fait la radio, j'avais créé une émission, c'était l'histoire de l'Afrique racontée par les Africains, qui a bien marché sur l'internet. Donc, et à un moment, j'avais l'histoire de la Guinée, c'était sur le site du gouvernement guinéen au temps de Lansana Conté. J'avais lu ça avec la musique au fond. Quand j'ai mis sur YouTube, il y a plus de 200 000 vues. Donc les Guinéens s'intéressent à leur histoire. Quand j'étais petit ici, au sein de la diaspora. Non, partout, même en Guinée, sur Internet, les gens suivaient. Parce qu'en Guinée, c'est vraiment pas... Voilà, c'est un peu ça. Voilà. Donc il y avait ça, bon, et puis les gens qui suivent sur Internet, branchés effectivement. Alors, moi, quand j'ai joué au foot, un peu à un certain niveau,
Et l'équipe qui nous a bercé si petit, c'était le AFIA. Donc leur internat était à côté, dans la Bellevue, on allait voir les joueurs. Mais à un moment, c'était laissé. Donc j'ai eu l'idée, devenu réalisateur, de faire un documentaire sur le AFIA. Donc je suis venu ici, vous allez voir les joueurs, les anciens qui étaient complètement oubliés. Donc les joueurs ont raconté leur parcours. Dans le film, il n'y a que les joueurs qui racontent l'histoire du AFIA. Et c'est vraiment passionnant. Après, j'ai fait les ballets africains, ça a été mon connu. Papa Kouyaté, Maître Barry, c'est moi qui ai fait l'histoire de Madame Diallo Telly, c'est moi qui l'a raconté, donc au fur et à mesure. Donc maintenant, quand je suis en Guinée, c'est vrai que quand j'ai travaillé avec le tourisme, à un moment on avait fait un circuit ici, de Mamou, on était là jusqu'à Labé, jusqu'à Boké, Gawal, Boké, Bofa, et donc on allait repérer les différents sites touristiques. Donc quand on est arrivé, on a vu, et à l'époque j'avais découvert le port Négré d'Omiya, mais on m'a raconté un tout petit peu d'histoire. Et il y a le PZ qu'on voulait arranger pour faire un site touristique. Maintenant l'année dernière, quand je suis venu, parce que les premiers témoignages que j'avais, on disait qu'on prenait les esclaves, mais pour nous, on a toujours su, enfin ce que j'ai su, hein, qu'on prenait les esclaves, on les amenait à Gorée, et de Gorée on les amenait en Amérique. Alors quand on m'a dit on prenait des esclaves dans le Rio Congo, c'est-à-dire du côté de Bofa, et qu'on les amenait en Amérique, je me dis attendez, il y a cette histoire-là qui est assez méconnue, je ne connaissais pas. Absolument. Donc j'ai commencé maintenant à m'y intéresser, donc c'est comme ça, c'est venu au fur et à mesure. Et après, je découvre maintenant que quand les premiers Portugais qui sont venus, parce que les Portugais qui sont venus d'abord les premiers, c'est eux qui ont nommé Rio Nunez, la rivière, enfin le fleuve qui est à Boké. Après, il y a entre Boké, Bofa, Buramaya, Dubreka, Moria et puis les îles de Los. Donc toutes ces côtes-là, il y a eu une traite négrière énorme que les Guinéens ne connaissent pas. Bon, donc le bras de mer qui est à côté de Bofa, c'est que les Portugais appelaient Rio Pongo. À un moment, toute la région s'appelait le Rio Pongo. Donc on ne parlait pas de la Guinée. Et ça c'était l'époque coloniale. Non, avant, dans les années 1700. Ah, de la traite négrière. Voilà, de la traite négrière. Parce qu'au XVIe siècle, les Portugais sont venus, mais vers le XVIIe, XVIIIe siècle, bon, il y a eu maintenant des Américains, des Anglais. Hein. Donc c'est là qu'on découvre, et quand on voit rien que cette zone-là, il y a eu des centaines de négriers installés. Et donc parmi ces négriers, il y a Stylis Lightburn, qui s'est installé avec Gomez, qui a connu Bella, Señora Bella, qu'on appelle Nyara Belli. Donc eux étaient à Farenha. Donc tous ces zones-là, Kissing c'était les Curtis, les Fernandez étaient à Buramaya, les Wilkinson à Falangia, les Gomez à Bakia. Donc il y a toute une grande histoire dessus. Et c'est là que j'ai commencé à faire des recherches pour qu'on raconte cette partie de notre histoire. Bien. Et justement, en parlant d'histoire et de sites historiques dans notre pays qui semblent oubliés depuis des époques, pourtant qui sont censés être, comme vous l'avez dit, placés dans le patrimoine culturel, comme l'île de Gorée l'est aujourd'hui. D'ailleurs, à travers vos recherches, vous évoquez que le Rio Pongo, par exemple, doit être plus grand, encore regorge plus d'histoire, plus de choses que l'île de Gorée. D'ailleurs, vous avez fait un écrit. Voilà, après on va montrer ça. Je vais présenter le livre de Mauser. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a d'abord le Rio Nunez et le Rio Pongo qui existaient avant l'île de Gorée, avant que les Hollandais s'installent là-bas. Et après, en 1811-1812, il y a eu interdiction de transporter des esclaves des côtes africaines pour l'Amérique et l'Angleterre. Donc il y avait des bateaux, des navires anglais qui faisaient des patrouilles. Donc tout de suite, le Rio Nunez, l'île Gorée ont été bloqués. Tous les gens qui ne voulaient pas abandonner sont venus se réfugier au Rio Congo. Pour continuer dans la clandestinité. Dans la clandestinité, parce que l'environnement géographique s'y prêtait. Et aujourd'hui, on peut évaluer à 10 fois plus la traite négrière du Rio Congo vers l'Amérique, vers tout. Et moi, comment je suis venu là? Parce qu'au départ, quand j'ai dit je veux découvrir, parce que bon, je suis cinéaste, je fais un documentaire, il faut que je fasse des recherches. Bien sûr. Donc, il fallait avoir des repères que je n'avais pas. Alors, j'ai une amie qui est en Caroline du Sud, une américaine, noire-américaine. Je l'ai contactée, je dis bien, on parle de Lightburn. Lightburn est venu de la Caroline du Sud, de Charleston. Il a dit, bon, écoute, j'ai ma mère qui s'intéresse beaucoup à l'histoire, donc c'est comme ça que j'ai commencé à avoir les premiers éléments. Ensuite, j'ai rencontré, maintenant, bon, j'ai eu les contacts, il y a un Américain blanc qui s'appelle Bruce Mauser.
Mauser est un historien, l'un des historiens les plus connus aujourd'hui. C'est lui le spécialiste du Rio Nunez et du Rio Congo. Aux États-Unis. Bon, dans le monde entier. Dans le monde. Ouais. Alors lui, en 66, quand il finissait ses études, il y a un de ses professeurs qui lui a dit, écoutez, il faut faire un document, enfin, il faut faire la thèse sur le Rio Congo. Il ne savait rien sur le Rio Congo. Et quand il a voulu venir, bon, au temps de ses couturiers, on ne l'a pas donné le visa. Mais les premiers missionnaires qui étaient là en 1808, plus les documents des marins, enfin des navires des Anglais et tout, tous ces documents-là étaient en Angleterre et en Sierra Leone. Donc il a pu aller les récupérer, donc c'est comme ça qu'il a présenté sa thèse en 72. Et donc lui après il a enseigné pendant 30 ans, et à la fin de ça, il a commencé maintenant à écrire les livres. Et donc il a été, vous allez le voir, et ça a été vraiment le grand... C'est lui qui en fait qui m'a donné les tuyaux. Qu'est-ce qu'il faut faire, faut pas. Donc moi je suis pas historien, j'avais les repères, je travaille avec quelqu'un. Et là, c'est là qu'on a su il n'y a pas 17 ans. Donc l'histoire, même un peu le peuplement, comment les Soussous sont venus trouver les Bagas dans ces régions-là. Et donc il raconte tout ça, l'histoire des Soussous qui sont venus, leur capitale était Dominia. Donc toute cette histoire-là, voilà comment je l'ai su. Et puis après maintenant on a fait l'histoire de Salis. Comment ils sont venus, comment Nyaragveli travaillait, donc voilà comment au fur c'est parti et je me suis retrouvé là-dedans et maintenant ça me passionne énormément, quoi. Bien, alors justement en parlant de ce site-là de Rio Congo et comme vous l'avez dit, toute l'histoire qu'il y a autour de ce lieu-là qui semble être oublié aujourd'hui, et c'est là où j'ai posé la problématique de nos sites touristiques et historiques oubliés. Et vous avez essayé de faire la comparaison entre par exemple comment on appelle ça, Gorée, au Sénégal et ici. Mais parce que nous, ici, il n'y a pas eu cette politique-là. Au Sénégal, ils ont fait les démarches, on fait le lien au niveau de l'UNESCO pour qu'il soit connu comme patrimoine mondial. Bon, nous, on ne l'a pas fait. J'avais envoyé même au ministère du Tourisme les démarches à faire. Et c'est parce qu'aussi nous n'entretenons pas nos sites qui sont oubliés. J'ai des images, on peut montrer. Et aussi, puisqu'on ne s'est pas intéressé, on n'a même pas enseigné dans nos écoles, les gens ne le savent pas. Beaucoup de personnes, sauf les spécialistes qui savent à peu près, parce que les historiens, j'ai rencontré le professeur Sidi, j'ai rencontré le professeur Ismaël de Symphonia, Ismaël Bari. Donc, au moins, les historiens, les professionnels le savent, mais le grand public ne sait pas. Absolument. Alors, il faut faire connaître, moi-même, des gens aux États-Unis, quand je disais Gorée, enfin, Rio Congo, c'est presque 10 fois plus que Gorée, ah bon, ils sont surpris. Donc, il faut qu'on arrive à valoriser ces sites et aussi à connaître ces histoires, leur raconter. Quand les touristes viennent, à part certaines familles, il y a quelques-uns qui viennent à Bakia ou à Farenya, mais le reste, c'est pas connu. Bien, et j'ai dit tout à l'heure que vous avez des œuvres. Je rappelle entre-temps que, évidemment, vous avez réalisé des documentaires sur le Rio Congo, documentaires dans lesquels on peut voir justement l'historien dont vous parliez, Mauser, et un autre américain noir. Donc voilà comment en fait ça s'est passé. Quand on prenait les esclaves, le plus grand marché à l'époque, avant que ça s'étende, c'était Charleston, en Caroline du Sud. Donc quand on amenait les esclaves, il y a des îles où on les posait, et puis le reste maintenant, bon, il y a ceux qui travaillaient dans les champs de coton, etc., mais la plupart travaillaient dans les champs de riz. Donc dans les années 1700, la moitié du riz consommé en Amérique venait de Charleston, venait de la Caroline du Sud. Donc ces esclaves-là, comme ils venaient de différentes ethnies, on les amenait de partout, ils ont créé un langage entre eux. Donc les différentes langues africaines, plus le français, l'anglais, donc un mélange tout en créole qu'ils ont créé. Et cette communauté-là, on les appelle les Gola Gitchi. Gola, en fait, c'est une déformation de Gola. La langue, c'est une ethnie qui se trouve en Sierra Leone et au Libéria. Et Gitchi est une formation de Kissi. Bien. Parce que, bon, eux sont arrivés, ils ont vraiment une grande communauté de la Caroline du Nord jusqu'en Floride. Alors, ils ont un descendant qui raconte cette histoire, qui chante les chants codés, comment ça se passe. Parce qu'il ne fallait pas dire, bon, on prend les esclaves ici, j'ai voulu voir où on les amenait, comment ça se faisait. Donc, vous allez à Charleston. Bien. Et il y a un musée même qui est là-bas, musée des esclaves, où on vendait les esclaves, c'est maintenant un musée. On ne laisse pas les gens filmer ni photographier. Quand j'ai vu les responsables, je leur ai dit, écoutez, voilà, je viens de la Guinée, voilà ce que je vais faire. Et on m'a donné une autorisation exceptionnelle pour filmer et photographier, c'était énorme. Bien. Donc c'est ce documentaire de 23 minutes que je montre. Et le monsieur même s'appelle Ron Days, je l'ai invité ici en Guinée pour qu'il vienne parler de la culture, qu'on voit ces gens qui sont partis.
Donc lui, il a fait son test ADN. Bon, son père vient du Ghana, sa mère de la Sierra Leone, et sa femme vient de la Guinée. Donc c'est vraiment une bonne occasion de l'amener ici pour qu'il nous parle de cette partie. Donc j'ai essayé de mettre dans ce documentaire-là, le premier de 23 minutes, cette histoire-là. Maintenant, je suis en train de faire la suite. Donc je fais des séries de documentaires sur la traite négrière sur les côtes guinéennes. Donc comme je peux le voir par exemple sur cette petite fiche de visite touristique, vous dites par exemple que la traite négrière dans le Rio Pongo fut 10 fois plus importante que celle sur l'île de Gorée au Sénégal. Et donc vous organisez, je crois, des visites où vous dites aux gens de venir découvrir l'histoire de Styles Lightburn, de la Caroline du Sud et d'Elisabeth Gomez Nyarabeli de Farigna. Voilà. Alors je voudrais qu'on écoute, je veux dire qu'on regarde un extrait de ce documentaire de 23 minutes, de 13 minutes. Bon, il y a aussi il y a deux documentaires. Celui de 23 minutes parle comment les négrés se sont installés et puis qui montre quand ils amenaient en Caroline du Sud comment ça se passait. Le deuxième, c'est le port négrier de Dominia. Parce que quand on prend les esclaves, on les regroupait à Dominia avant qu'ils partent. Donc on a ça 13 minutes. Donc c'est les deux documentaires. Dominia est différent de Farigna. Mais maintenant, Rio Pongo dans tout ça, parce que je comprends. Voilà, donc il faut qu'on explique. Le bras de mer qui passe à Bofa, souvent les gens disent Fatala, mais en fait c'est pas Fatala. Les gens, bon, moi je vais toujours le Fatala, j'ai de la Fatala, mais le Fatala c'est un fleuve, parce que vous voyez là où quand vous allez à Bofa, vous traversez un pont. Si vous regardez à côté, il y a un petit îlot qui est là. En fait, c'est ce qu'on appelle Baralandé. Il y a le Fatala qui arrive et le Bangalan qui arrive. C'est là que les deux se rencontrent et rencontrent le bras de mer. Donc c'est ce bras de mer que les Portugais appelaient Rio Pongo. Et nous on dit Fatala, en fait c'est une erreur. Le pont n'est pas sur le Fatala mais sur le Rio Pongo. Alors à l'époque c'était pas la Guinée, c'était pas non, toute la région, on l'appelait la région le Rio Pongo. Si vous écoutez la musique de Fodé Conté, il le dit souvent dedans. Il dit de Marara à Lissor, à Birina, Rio Pongo, tout dans le Rio Pongo. Donc en fait c'est ça, c'est toute cette région a été appelée le Rio Pongo. À l'époque c'était le nom que ça avait. Et toute la région de Bokeh, on appelait le Rio Nunez. Donc voilà en fait. Bien, c'est bien de faire la différence. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on va suivre un extrait soit de l'un ou de l'autre de ces deux documentaires pour une minute, puis on revient pour parler finalement de vos œuvres. Et dans la deuxième partie, je rappelle qu'on ira pour parler de votre initiative visant à organiser un festival interculturel à Sobané. Comment ça va s'organiser? Quand est-ce que ça va s'organiser? Quels sont les gens qui viendront justement à ce festival de Sobané? Nous en parlerons aussi dans la deuxième partie. Mais avant, on regarde les extraits de ce documentaire portant sur ces lieux touristiques et historiques, notamment de notre pays. Là, vous avez deux tombes allemandes. C'était des Allemands qui venaient. Il y avait un Allemand ici qui s'appelait Thomas Kramer. Thomas Kramer, il était là avant même la colonisation. Ces deux Allemands venaient derrière cet Allemand. Ils ont trouvé la mort ici et on les a enterrés. Thomas Kramer, lui, les Français l'ont trouvé ici. Quand la France était venue pour coloniser la Guinée, on l'a trouvé ici. Ils n'ont pas tué Thomas Kramer. Ils ont confectionné, préparé une caisse et on l'a mis dans la caisse, et puis où on ne sait pas. C'est un puits qui a été réalisé par les esclaves. Vous allez observer dedans. Vous voyez. Donc il faisait le nettoyage et tout, mais seulement c'est pas une qualité d'eau qui est apte à la consommation parce que c'est salé. Vous voyez, c'est salé. C'est pas tellement loin du bras de mer et donc on faisait les nettoyages, le linge et tout ce qui s'ensuit.
Donc c'est comme ça, ils ont commencé à s'approvisionner en eau. C'est la poudrière, à un moment, le village même il était interdit avec les feux de brousse. On gardait toujours parce que les anciens obus, des munitions, tout ça là, c'était là. Donc il faut toujours éviter les petits trucs. Mais maintenant là, vous voyez, c'est les traces de l'endroit. C'est là. Vous-même vous pouvez observer. Ils ont gâté beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui fait très mal. Parce que là où M. T a arrêté, ça c'est la rentrée de la prison souterraine. Cette prison souterraine, c'est là où on gardait les esclaves avant leur embarquement, surtout les récalcitrants là. Est-ce que vous voyez? C'était là qu'on les gardait. Mais avant de les faire rentrer, on enlevait d'abord les ongles, tout ça là, parce qu'il y en a, ils ne pas qu'ils passent là. Donc c'était toute une lutte avant leur embarquement. Donc on les gardait là. Mais à force d'abandonner, la maison qui était là, c'est parti, c'est tombé. Ici c'est fermé parce qu'il y a la terre qui descend chaque saison, tout ça là. Donc le magasin qui est là, dommage, c'est un préfet de Lansana Conté qui s'appelle Lansana Kafilia. Il est décédé aussi. C'est lui qui a détruit tout ça. Et il prenait les pierres là pour aller construire pour une de ses femmes ou une de ses copines, on ne sait pas. En tout cas, il a construit pour la femme. Donc la prison souterraine là, c'était là. Voilà. Et juste là où il y a le petit, c'est en pierre taille. Et il y avait le magasin souterrain, juste là où il y a le petit pied de baobab. Là-bas, ça aussi, c'est bouché. Et ça les servait du magasin. Et là où ils gardaient les matières primaires, café, caoutchouc, le riz, et même le riz, tu entends au marché Caroline. Caroline, c'est le riz du pays. C'est le riz qui a été embarqué ici à partir de ce port avec les esclaves pour l'autre côté de l'Amérique. Est-ce que vous voyez, de l'océan plus loin. Et maintenant, on est parti améliorer la qualité du riz en Caroline du Sud. Le riz a porté le nom de cet État américain. Est-ce que vous voyez, ça a changé totalement. Mais c'est le riz du pays qui a été embarqué avec les esclaves. Voilà donc, aimables téléspectateurs, une manière de réveiller les esprits, d'illustrer tout ce qu'on est en train de dire dans cette émission comme histoire de nos sites touristiques et historiques. Les images, vous les voyez, et ont été produites par notre invité du jour, M. Paul Teya, qui est cinéaste, chercheur, réalisateur, mais économiste à la base, évidemment. Oui, moi, avant qu'on ne parle des œuvres que vous avez sur la table portant sur le Rio Pongo, et puis il y a un autre qui parle de la Jamaïque, de Slaving Voyage to America and Jamaica. Voilà, je ne sais pas trop lire. Mais moi, la problématique, c'est quoi? Comment ça se fait? Parce que vous venez souvent des États-Unis, vous allez sur les sites, vous allez à Bofalaba, sur ces anciens sites. Comment vous pouvez expliquer le fait que ces sites restent abandonnés? Ces sites à la fois touristiques, mais à la fois historiques, qui restent abandonnés, comme ça, oubliés, comme si ce n'était pas un potentiel qu'on peut exploiter dans le domaine touristique et même économique qui peut nous rapporter. Alors qu'aujourd'hui, quand vous regardez l'île de Gorée, le nombre de visites qu'il y a par an, c'est énorme. Ce que ça rapporte comme argent, c'est énorme. Donc doublement, le Sénégal y tire profit. Et puis, vous l'avez dit, c'est un lieu qui est inscrit comment on appelle ça? Patrimoine mondial par l'UNESCO. Patrimoine mondial par l'UNESCO. Comment vous expliquez cet état? Bon, c'est difficile pour moi de l'expliquer parce qu'on n'a pas eu une politique gouvernementale en ce sens-là. Donc, comme je ne veux pas rentrer au niveau truc, mais ce que moi j'ai eu un constat sur le terrain. La première fois que j'allais à Domiya dans les années 90, il y avait même un canon à Domiya. Après un moment, les gens ont pris le canon et l'ont vendu. À Farenya, il y avait un canon qui était là depuis la traite négrière. Le canon, parce qu'à l'époque, les canons là datent de la traite négrière. Donc, ils ont vendu. À Farenya, il y avait 10 apparemment, maintenant il y en a 4.
Bon, il y a un canon à Bakia. Donc, de toute façon, c'est que ça n'a pas été entretenu. Les sites sont là. Pourtant, il y a des vestiges. Il y a des vestiges historiques qui sont là encore. Moi, je suis allé faire des documentaires à Tahiti et à Bora Bora. Bora Bora est assez connu. Voilà une île qui vit 95%, c'est le tourisme. Bora Bora, c'est dans le Pacifique là-bas, c'est très loin. Il y a 10 heures décalage entre là-bas et la Guinée. Okay. Bon, donc ces gens-là, partout, font tout pour attirer les touristes et puis on voit les produits dérivés, tout ce que ça. Donc il y a des pays qui vivent. Nous, on a cette chance-là d'avoir la partie historique. On a la chance d'avoir un beau pays très varié. Mais parce que tout simplement, on n'a pas une politique sur place, une politique pour faire de la publicité, pour faire des dépliants. Il y a eu par exemple Conakry, capitale mondiale du livre, un grand événement comme ça. Il y avait quoi? Il fallait faire des documentaires, profiter de cet événement. Pour que la Guinée, on montre la Guinée sur le plan international. La Guinée n'est pas assez connue. Donc c'est en fait ça. C'est parce que tout simplement on n'a pas, je ne sais pas s'il y a les moyens. Donc ce que je sais, c'est pas fait. Donc moi, à un moment on a fait des pliants, on fait des trucs ici. Donc il y a un mélange qui découvre la Guinée, qui découvre un peu toute cette histoire là de la Guinée à travers mes documentaires. Donc c'est un peu ça, voilà. Et dire que il y a quelqu'un qui est un Américain, Mauser, qui a écrit un livre sur le Rio Pongo, qui n'est même pas connu ici, et que les Guinéens n'en savent rien. Voilà. Alors voilà par exemple, il s'appelle American Colony on Rio Pongo. Ce qui veut dire. Qu'est-ce qui s'est passé là? À un moment, les Américains ont voulu installer une colonie, c'est-à-dire ils ont voulu installer un pays comme le Libéria au Rio Pongo. D'accord. Parce que les esclaves qui étaient libérés, il y a un moment, il fallait faire ramener les esclaves en Afrique. Donc il y a eu des groupes qui se sont organisés, mais ils ont envoyé des gens faire une étude de faisabilité, en disant si on amène les Noirs américains qui s'installent, comment ils font leur travail, comment c'est avec la population est sur place. Bon, donc c'est ce qu'il dit dans ce livre. Ça n'a pas été fait parce qu'à l'époque, les Anglais qui faisaient les patrouilles, les Anglais avaient annexé d'abord l'île de Rum, et après toutes les îles de Los. C'était territoire anglais à l'époque. En 1818, je ne me rappelle pas la date exacte, je ne l'ai pas sous les yeux ici. Donc, à un moment, on a compris que les Anglais voulaient aussi s'installer dans le Rio Pongo, annexer le Rio Pongo. Donc quand les Américains sont venus voir l'étude de faisabilité, ils ont dit si nous installons ici, il y aura une guerre avec l'Angleterre. C'est la raison pour laquelle les Américains ne se sont pas installés. Et ça, je le découvre avec le livre de Mauser. Bon, maintenant, les Anglais, pour l'instant, je ne sais pas pourquoi eux ne se sont pas installés. Après, ils ont laissé aux Français. Bon, ensuite, il y a aussi ce livre, Slaving Voyage, ici, ça c'est en Jamaïque. Il y a eu un bateau négrier, donc tous ces documents qu'ils ont pris, ça montrait qu'on prenait des esclaves dans le Rio Pongo, pas seulement pour l'Amérique, mais on les a envoyés en Jamaïque, on les a envoyés à Cuba, on les a envoyés au Brésil. Donc voilà des documents qui montrent, alors vous voyez comment c'est immense ces questions, donc toute cette liaison-là, quoi, et nous ne les exploitons pas. Si vous allez par exemple à Kissing, c'est à côté de Bofa, Benjamin Curtis qui était là-bas, parce que ça c'est le domaine des Curtis. Et donc après son fils Thomas Curtis, la famille Curtis, voilà, c'est là, c'est chez les Curtis. J'étais là-bas il n'y a pas longtemps. Et donc Benjamin Curtis avait une famille à Cuba. Benjamin Curtis avait une famille à Boston. C'est des gens qui sont venus de Boston. Parce qu'il y a eu un procès en Boston. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des Anglais qui ont détruit son bien. Il est allé en Amérique porter plainte contre les Anglais en disant que les Anglais ont détruit des biens d'autrui. Donc ce procès là-bas, c'est là qu'on a su qu'il avait sa femme, famille à Boston. Il avait femme et enfants. Et on dit d'ailleurs dans les livres d'histoire qu'il a eu plus de 50 enfants dans le monde. Donc toutes ces histoires-là sont là et nous ne les exploitons pas. Donc voilà en fait le contexte, c'est très très. C'est le paradoxe en fait quoi. Exactement. Moi, donc voilà, quand on voit le fortin de Bokeh, un endroit où on met les esclaves, aujourd'hui le musée est en haut. Donc toute cette partie-là, on ne sait pas l'exploiter. Mais ça, c'est pas seulement même la traite négrière. René Caillé qui allait à Tombouctou, son départ c'est où? C'est à Bokeh. C'est même placé là-bas. Niani, la capitale de l'empire du Manding se trouve où? En Guinée. Donc nous ne savons pas exploiter nos sites, nous ne savons pas les mettre en valeur. Moi je dis, on a quand même aujourd'hui un ministère du patrimoine historique. Le ministère de la Culture et du Patrimoine historique. Je ne sais pas, je me dis que ça doit quand même les intéresser. Est-ce qu'une fois au moins vous avez rencontré les cadres de ce ministère du Patrimoine historique sur le terrain
Non, pas sur le terrain. Bon, je suis ami avec Jean-Baptiste Williams, il voit ça, et puis j'avais envoyé, bon, on parlera du festival que nous voulons faire à Sobané, donc j'avais écrit officiellement au ministère du Tourisme, au ministère, jusqu'à présent je n'ai pas de suite en tout cas, mais j'ai un bon contact avec le ministère du Tourisme, parce que ça, ils savent mes travaux, et quand je suis tout récemment à Bakia par exemple, il y a eu un moment, un Français qui était venu, il était dans la traite négrière, il a été un moment au Rio Congo, avant de partir. Il a écrit un livre qui s'appelle Les Confessions d'un négrier, qui est assez connu, Cano. Et Cano raconte par exemple, chaque fois qu'après les affaires, après quand il vendait les esclaves, il y avait, les négriers organisaient des banquets, où il y avait vraiment le vin, les whisky, tout ce qui venait de l'Europe à l'époque. Et tout récemment, il y a 2 semaines, on était à Bakia, au bord de la mer, on a trouvé des bouteilles de cette époque, des bouteilles cassées. Là, j'ai amené les images. Donc, nous avons plein de choses à découvrir, plein de choses à montrer, mais on ne le fait pas. Bon, mais là, je ne sais pas. Malheureusement. Malheureusement. Et quand je parle toujours de ce livre écrit par Mauser, oui, sur le Rio Congo, oui. Et vous avez parlé d'un tas de documents qu'il a découverts, effectivement, et qui portent tous sur l'époque de la traite négrière dans le Rio Congo. Dans le Rio Congo. Il a ces documents aujourd'hui avec lui aux États-Unis. C'est un monsieur qui tend vers la mort, parce qu'on a vu ça dans le documentaire. Il a 80, plus de 80 et puis il est malade. En fait, ce qui s'est passé, c'est que tous les documents qu'il a amenés pour faire sa thèse, à un moment il est tombé malade, les médecins ont dit qu'il avait 3 ans à vivre. Donc il a pris les documents, il a donné. Et tous ces documents portent sur le Rio Congo. Bon, c'est un peu le Rio Congo, le Rio Nunez. Okay. Après, maintenant, il y a d'autres documents aussi qu'il n'a pas exploités, qui sont là-bas. Et donc, il a pris les documents qu'il a partagés. Il y a une partie à l'Université de Toronto, une partie à l'Université de Washington DC. Donc, il m'a dit où je peux les trouver. Il y a eu un moment aussi, une grande conférence à Montréal, parce que Montréal était un grand centre, avec le gouverneur de la Sierra Leone. Tous ces documents se trouvent à l'Université de Chicago. Il y a eu aussi un négrier, l'Université de Rhode Island. L'université a été créée par un propriétaire d'esclaves. Donc, quand ils amenaient les bateaux, ceux qui mouraient en train, il y a des documents qui sont là-bas. On a même un Guinéen qui enseigne, qui m'a dit de venir pour que je puisse avoir accès aux documents. Donc, on a beaucoup de documents sur la traite négrière nos côtes qui se trouvent aux États-Unis. Donc, il faut aller les chercher et puis les mettre parce qu'on découvre. Et ce que je fais aussi, parce que je ne veux pas rester seulement avec les documents des Européens ou des Américains, je vais aussi sur le terrain et j'interviewe les gens. Donc, on filme pour qu'on puisse faire une base de données. Parce qu'on a aussi des versions orales qui sont là pour voir et puis aussi comparer la concordance des deux. Parce que j'ai interviewé par exemple l'arrière-petit-fils de Nyarabeli, tout récemment aussi à Bofa, M. Kamara Camus, qui est assez connu. Il paraît que c'est son père qui racontait une certaine histoire aux Sori, à la famille Sori, qu'on disait à la radio. Donc il y a aussi des gens sur place, il faut aussi le faire rapidement parce qu'ils sont en train de partir un à un. Donc voilà, il faut recueillir les 2 informations. Voilà en fait mes recherches, je suis en train de mettre en place pour mettre une base de données pour que les historiens, les gens puissent les exploiter. Voilà en fait le travail que je me suis donné. Je reviens encore là-dessus, comme ce que vous avez dit, la traite négrière dans le Rio Congo fut 10 fois plus importante que celle de l'île de Gorée au Sénégal. Donc ce qui fait qu'on peut aujourd'hui revaloriser ce site-là historique et traditionnel pour qu'il devienne aussi, comme l'île de Gorée, un lieu prisé, un lieu touristique, visité, plus peut-être que le Rio Congo aujourd'hui. On va terminer sur ce sujet pour aller dans la deuxième partie, justement pour vous. Qu'est-ce qu'il faut peut-être pour restaurer tous ces potentiels? Alors moi, on m'a dit que récemment, il y a l'UNESCO qui a demandé à la Guinée de faire quelque chose pour les restaurer. Parce qu'à un moment, on m'a dit que le ministre de la Culture du bâtiment bâti était allé à Dominia et puis à Farenga. Donc, il y a ça, je ne sais pas exactement comment c'est. Il faut donner d'abord les moyens, aller sur place, aller valoriser. Il y a eu aussi un moment des Américains qui avaient donné de l'argent, ça c'est au temps de Lansana Conté, pour valoriser le site de Farenga. Mais malheureusement, il y a une partie qui a été détournée. Bon, ça c'est un truc. Donc, il faut ça. Il faut aussi faire comme ce que je fais, faire des dépliants, faire des vidéos, faire des trucs pour partager pour que les gens découvrent. Parce que chaque fois on a dit, bon, la dernière fois j'étais invité à votre radio, merci à Radio Gangan aussi, et il y a beaucoup d'auditeurs qui envoyaient des messages. Donc ça intéresse les gens. Parce que nous ici on a des Fernandez, on a des Gomez, on a des trucs, on ne sait pas d'où ça vient. Voilà. Donc au fur et à mesure les gens disent, ah, ce nom vient de là, ce nom vient de côté. Donc c'est ce travail là qu'il faut faire. Et puis aussi les enseigner dans nos écoles, parce que nous ne connaissons pas notre histoire. Bien. Je pense que ce n'est qu'un début, parce que l'histoire, elle est vaste, elle est longue, elle est aussi riche.
ce n'est qu'un premier pas dans cette découverte qu'on fait avec vous. On aura d'autres occasions de revenir sur ces sites touristiques et historiques à la fois dans nos pays qui sont oubliés. Mais dans la deuxième partie de cette émission, un peu liée à cette histoire, vous décidez d'inviter des gens sur ces mêmes lieux touristiques-là et historiques pour un festival interculturel de Sobane. On en parlera tout à l'heure, mais dans la deuxième partie de l'émission, juste après cette pause. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Thé Akbar, le leader mondial. Merci donc de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat, dernier numéro de la semaine. Et comme vous l'avez donc constaté, c'est un focus sur, on va dire, l'histoire de notre pays, la question du tourisme évidemment, des traditions bien entendu. Je l'ai dit à l'entame, on a parlé des sites touristiques et historiques qui constituent des véritables potentiels pour notre pays, mais qui sont toujours oubliés au profit d'autres sujets comme la politique, d'autres sujets comme certains le diraient de la mamaya ou tout simplement de l'économie minière, alors que ces domaines bien entendu peuvent rapporter beaucoup de choses à notre pays. Donc nous avons reçu M. Paul Théa pour en parler. Et dans cette seconde partie, effectivement, lui il nous rejoint. Il s'agit de M. Ambroise Souma. Il est le chef de district de Sobane. M. Souma, bienvenue sur ce plateau. Merci monsieur. Merci de la disponibilité. Je suis très ravi de cette invitation. Présentement, je salue l'arrivée de M. Paul Théa à Sobane, qui est, je trouve que c'est quelqu'un qui est un bienfaiteur. Il a trouvé la jeunesse de cette localité qui est en train de faire la grève. Bon, et la grève là, bon, ça provient de quoi? Ça provient de manque d'emploi, mais le manque d'emploi aussi, il n'y a pas de formation. Alors, il a trouvé que la jeunesse n'est pas formée pour être embauchée dans le projet à lui faire, dans le projet qui se trouve à Dubrou. Alors, il a initié une école professionnelle gratuite pour la jeunesse, parce que la jeunesse, c'est des parents ils ont des parents pauvres. Ils peuvent pas envoyer leurs enfants pour payer 3 millions ou 4 millions comme ça pour des formations. Donc, lui, il a initié, bon, moi, je peux faire la formation pour vous gratuitement, seulement je vais payer mes enseignants. Alors, je salue son arrivée à Sobane, très bien. Bien. Alors, comment vous présentez Sobane? Sobane, pour ceux qui ne connaissent pas Sobane, c'est une sous-préfecture de combien d'habitants, où c'est situé en tant que chef de district? Sobane, c'est un district qui a 5 secteurs, qui a 2005 habitants. Bien. Alors, reparti en 5 secteurs. Le secteur de Sobane Centre, de Yereya, de Jumaléa, de Bilissade, de Yereya. Voilà, alors oui, Monsieur Paul, je me tourne vers vous pour parler maintenant de ce festival. On a parlé de ces sites touristiques qui se trouvent dans la zone de Beaufort, donc à Sobane, je ne sais pas où encore. Mais vous voulez organiser ce festival. Quelle est la principale motivation? Voilà. Comment ça va se faire? C'est justement faire ça, parce que quand vous voulez faire quelque chose, bon, moi dans la communication, j'essaie de trouver les moyens pour bien faire connaître ce que je fais. Alors, comme j'ai eu à interviewer Ron Days, le noir américain dont je disais, qui parle leur source, donc je lui ai dit, je vais faire un festival interculturel. Et Sobane, on a choisi parce qu'il y a une très belle plage. D'accord. Il y a aussi bon coin, donc il y a les femmes baga qui sont là, donc les gens qui vont danser la danse traditionnelle.
et aussi Ron Days qui arrive, qui montre un peu les Noirs américains qui ont parti avec son nom, qu'est-ce qui se passait, et puis on visite ensemble les sites touristiques, après on fait soirée, donc c'était l'initiative pour qu'on fasse, et puis lui en des venant, sites touristiques, on a historiques. Voilà, historique et puis culturel. Et là après on a des gens qui vont filmer ce documentaire, le passer après aux États-Unis, donc on va dire, oh lui il a été là-bas, c'est un truc, c'était lancé. Bon, alors quand je suis arrivé, bon, j'ai rencontré le chef district, ils sont tous été vraiment enthousiastes et tout le monde est derrière moi. Bon, entre-temps, la formation dont tu parles, dont il parle, j'avais un centre de formation professionnelle à Zérékoré. J'ai vu aussi tout de suite le problème qui se posait, des jeunes veulent se former, ils n'ont pas les moyens. Alors je leur ai dit, bon écoutez, on peut déjà commencer avec l'anglais et le français, et puis il y a d'autres formations. Et comme aux États-Unis, les gens me disaient toujours, en Afrique, il faut former, donc je leur ai dit, écoutez, ce que vous pouvez faire, il y a des ONG, il y a des organismes, financez-nous, payez des professeurs, qu'eux puissent suivre des cours parce qu'ils n'ont pas les moyens de les faire. Donc c'est ce qui s'est passé. Et actuellement, il y a une petite salle là-bas, elle est pleine. Les gens viennent des différents districts, ils viennent de très loin pour apprendre. On voit que vraiment les jeunes là veulent apprendre en anglais, en français. Après, on fera la topographie, on fera truc des chauffeurs, mais au moins c'est les 2 cours qui commencent pendant les 3 mois là, le temps aussi de trouver d'autres financements pour les aider. Et donc il y a une synergie. Ils voient quelqu'un qui leur apporte quelque chose, qui va amener un festival, donc tout le monde, nous travaillons en symbiose et c'est vraiment super. Bien. Alors donc le festival en termes de contenu, de période, où est-ce que ça va se passer? Ça sera à Sobane, c'est du 26 je veux dire au 27 la période, octobre, voilà la période. Du 26 au 27 octobre 2018. Donc on a quelques mois. Nous avons un endroit à côté où il y aura le podium, parce qu'il y a des moments où on parle de la traite négrière, après il y a des danses traditionnelles, et après toute la plage, ça sera vraiment genre boîte de nuit. Les gens vont danser toute la nuit, le lendemain on fait la même chose. Donc on ira à les différents sites, on leur explique. Il y aura des visites il y aura des visites, parce que là, il y aura des visites guidées à l'endroit pour dire, bon voilà comment la traite négrière se passait, voilà comment il venait, comment il partait, l'histoire qu'on est liée. Et puis quand, bon, je suis en train de me battre en ce moment pour lui trouver un billet d'avion, on n'a pas encore le sponsor, mais pour qu'il arrive, et là ça sera vraiment très bien pour le pays, parce que non seulement il va faire une conférence à l'université Sophonia. Ce noir américain, Ron Days, il est artiste, chanteur, donc il parle de la culture Gula Geechee, parce que les Gula Geechee sont beaucoup plus proches de l'Afrique que les autres noirs américains aux États-Unis. Donc les cultures qui étaient là, comment eux travaillaient, comment les gens qui devaient fuir, parce qu'il y avait des codes. Quand par exemple un esclave fuyait, les gens envoyaient un chien pour d'abord sentir ses objets et le suivre. Comme on peut le voir par exemple dans le film, Kunta Kinte. Voilà, alors pour ça, quand un chien suivait, les autres qui restaient sur le champ commençaient à chanter « Va dans l'eau, jeune homme, va dans l'eau ». Mais en fait, les Blancs ne comprenaient pas, ils pensaient que c'était une chanson, mais c'était leur dire, en allant dans l'eau, le chien va perdre ses traces. Donc même s'ils suivaient une voie, ils voient une rivière, il fallait qu'ils détournent, passer vers la rivière, ou des choses comme ça, ou par exemple disent, bon, Marie a eu un enfant, Jésus, mais le train ne circule plus, c'est le train souterrain, c'est-à-dire, bon, il y a des endroits où on se regroupait pour fuir, mais le plan est connu, le plan est dévoilé, donc les patrons le savent, n'allez pas là-bas, abandonner ce projet, venez une autre fois. Donc des chansons comme ça qui va venir chanter et expliquer. Donc c'est vraiment hyper important pour nous, c'est notre racine. Et les Geechee, c'est-à-dire c'est Kissi, donc les Kissi sont en Guinée, à l'origine. Donc c'est vraiment bien pour nous qu'ils puissent venir, et à ce festival, quand ils ont donné son accord, je suis vraiment content, et c'est pour ça que nous cherchons que des gens nous aident, des sponsors et tout, pour que ça puisse se faire, et ça va aider le pays sur le plan touristique. Alors oui, du côté de Sobane, dans le district de Sobane, comment vous accueillez, vous, cette initiative de faire ce festival interculturel qui va donc à la fois porter sur l'histoire de notre pays, de ce côté-là, mais qui va faire découvrir aussi votre district, parce que les gens viendront de l'extérieur, des États-Unis, mais aussi des autres coins de la Guinée, qui se donneront rendez-vous à Sobane le 28 et 27 octobre 2018. Nous à Sobane, la jeunesse, même accompagnée par les sages, sont tellement contents, ils sont tous mobilisés pour faire des organisations, faire le nettoyage, tout ce qui doivent se préparer pour le festival. Tout le monde est content et tout le monde est mobilisé. Bien. Et donc, en termes de, je sais pas, en termes de moyens, en termes de disponibilité des habitants de Sobane, qu'est-ce que vous faites
réellement, parce que lui, il ne peut pas tout trouver. Quand je parle de moyens, pas forcément de l'argent, mais la mobilisation de l'énergie, des gens pour aider à... Vous avez parlé déjà de nettoyage. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous mobilisez en tant que chef de district pour que tout soit clean, tout soit prêt d'ici cette période d'octobre 2018? Oui, nous sommes en train de nous organiser pour trouver quelques moyens pour accompagner M. Paul Théa. On aura des moyens pour accompagner sur le nettoyage, sur les préparatifs. La mobilisation des villageois. La mobilisation des villageois. Bon, nous sommes en train de s'organiser. On a même fait des réunions pour ça, pour trouver quelques moyens. Parce qu'il a parlé tout à l'heure de danse, de quoi? Oui, par exemple, la publicité là, par exemple, qui est sur Sobané, ce sont les femmes bagas de Sobané qui dansent à la plage et ça, section de votre côté, c'est que vous pouvez... Il a même pris une première partie de la photo de femmes bagas là, des danseuses, et là avec ça. Donc, et aussi se prépare très bien pour cette danse. Bien. Et je crois que certainement la radio Gangan sera invitée. Son partenaire, on a signé un accord avec Radio Télé Gangan, c'est partenaire. Bien sûr. Alors oui, M. Paul, maintenant en ce qui concerne la faisabilité en termes d'accompagnement, justement, de moyens, de partenaires de l'État ou des partenaires privés, qu'est-ce qui est en train de se faire dans ce sens-là pour que le festival se passe bien? Au jour d'aujourd'hui, j'ai envoyé beaucoup de lettres, je suis en train d'envoyer des lettres, donc j'attends ce qui va arriver. J'ai demandé aux compagnies aériennes, j'aimerais si les compagnies peuvent s'associer, parce que surtout si le monsieur et sa femme viennent faire ce test, ça sera énorme. Et le documentaire qu'on va faire, si c'est une compagnie, on mettra la compagnie qui s'associe à nous, c'est les images après. Vous avez besoin par exemple qu'une compagnie nous accorde 2 billets aérienne prenne en charge l'arrivée de ce monsieur-là et sa femme. Ils viennent faire leur spectacle, surtout dans ce cas d'échange, parce que c'est le gros problème qu'on a. Sur place, maintenant, j'attends un peu les sponsors qui vont arriver. Et mi-juin, je compte aller aux États-Unis pour quelques temps. Donc là aussi, je vais voir tous ceux qui peuvent aider, parce que eux, ils sont vraiment derrière moi. Par exemple, je vous allais présenter ce projet-là à l'université de Minnesota. Donc ils sont intéressés de voir si l'année prochaine ils peuvent envoyer un étudiant, parce qu'il y a des étudiants qui font les études internationales, qui sont intéressés par ce projet-là. Et dire, bon, c'est un nouveau, eux ne savaient pas. Donc ils veulent venir aussi faire des recherches. Donc quand ils viennent, ils travaillent avec nous. C'est vraiment naturel. On a un bureau de communication qu'on a fait à Symphonia. Donc c'est vraiment des choses à mettre ensemble pour que ça marche. Voilà en fait les démarches lesquelles je suis en ce moment. Bien. Donc ce qui veut dire que ce sera la première édition du festival. La toute première édition. Et ça va continuer chaque année. On veut le faire chaque année parce que c'est un truc quand ça prend de l'ampleur. Donc on ne va pas arrêter. Et ça permet de voir chaque fois par exemple, bon, là, les bouteilles, ce qui a été découvert à Bakia, on va le faire Kissing, il y a Kosinsin, par exemple, à un moment, il y avait le dernier bateau négré, c'était à Kosinsin. Allez, il n'y a pas que Faregna, il y a Bangalan, il y a Bassia. Donc, tous ces sites-là, et puis Thié, qui était la capitale des Soussous dans le Rio Congo, les Kati, qui avaient vraiment des liens forts avec les Kurtis. Donc c'est tout ça qu'on va mettre en place et au fur et à mesure les gens découvrent. Donc c'est quelque chose qu'on va faire chaque année. Donc, en termes de mobilisation, c'est-à-dire qu'à l'interne ici, comment ça va se faire? Vous allez intéresser quelle cible? C'est important. Est-ce des étudiants qu'on va cibler pour qu'ils viennent dans le festival, par exemple à propos des visites guidées des sites historiques, ou est-ce que c'est toute catégorie de personnes qui pourront... Il y a des étudiants qui sont intéressés, vont venir intéressés, mais par exemple, les guides, c'est des guides simples pour tout le monde. Les gens m'encouragent même à écrire un livre, je suis en train de préparer, c'est pas un livre vraiment académique, mais un livre qui raconte un peu l'histoire, quand les gens viennent le minimum. C'est comme quand vous allez à Gorée, on vous explique un peu le minimum. Les gens qui veulent approfondir vont étudier approfondir pour les étudiants, donc c'est le grand public. Et puis aussi, vous savez, même on a beaucoup d'organismes internationaux ici. Quand les gens viennent pour travailler en Guinée, ils viennent dans la semaine, c'est fini, maintenant le week-end, ils n'ont rien à faire. Donc tous ces gens-là sont intéressés pour les amener. Aller faire des découvertes. Aller des découvertes. Voilà, Falangnan. Falangnan, par exemple, c'est là qu'il y a eu la première église anglicane. Bon, après Bofa, il y a eu la première église catholique. C'est pour ça qu'on fait le pèlerinage là-bas. Donc c'est tout ça là, que ça va être tourisme religieux, ça va être tourisme culturel. Donc tout ça, il faut vraiment travailler, il faut montrer que les gens le découvrent bien dans ce festival, dans ce sens-là. Bien, alors donc ceux-là qui voudraient bien entendu prendre contact avec vous, peut-être venir en aide à cette initiative, associer leur image à ce festival, qu'est-ce qu'ils font pour rentrer en contact avec vous? Voilà, c'est Paul Théa Communication, le téléphone c'est 628 42 22 97,
Aussi, il y a d'autres, s'ils sont là, ils peuvent contacter la radio Gangan parce qu'on sont partenaires dans ce projet. Absolument. Donc voilà, des fois aussi, je peux être déplacement, on a des gens et tout. Donc les gens peuvent rencontrer Radio Télé Gangan, comme ça, voir comment, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter, puisque nous sommes partenaires, c'est le partenaire pour ce festival-là. Voilà, donc ça va être la première édition de ce festival interculturel de Sobanais. Beaucoup de choses à découvrir, évidemment les danses traditionnelles, mais aussi les visites guidées pour découvrir les sites touristiques et historiques de ce côté-là. Et donc pour contacter M. Paul Théa, il faudra appeler le 628 42 22 97. Ce numéro va donc défiler au bas de votre écran. Mais sinon, vous pouvez aussi vous rendre ici à Gangan, puisqu'on est partenaire sur cet événement, pour donc prendre contact. Alors, dernier mot, monsieur le chef de district de Sobanais, qu'est-ce que vous attendez des populations qui doivent venir là-bas découvrir Sobanais? Est-ce que vous attendez des autorités ici à Conakry pour qu'ils appuient aussi l'initiative de monsieur Paul, parce qu'il y a un ministère ici qu'on appelle le ministère de la culture et du patrimoine historique. Nous serons très heureux de recevoir le ministère de tutelle. Certainement, peut-être M. Paul doit les rencontrer s'ils sont informés, s'ils sont invités. Vous, en tant que représentant des citoyens de Sobanais, voilà, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Quand ils seront à Sobanais, c'est pour enfin leur présenter nos besoins. Ce que nous voulons pour le développement du village de Sobanais, surtout sur le sens de cette formation et sur le tourisme. Parce qu'on a une belle plage à Sobanais que M. Paul Théa a déjà vu et il a admiré. Donc nous voulons la réussite de la plage de Sobanais et surtout sur la formation. Et si cette formation-là sera bien entretenue à Sobanais, je crois que la jeunesse de Pro va un peu diminuer de faire la crève qui va nous détruire. Voilà. Merci donc, monsieur Ambroise, merci, d'être venu dans cette émission. Monsieur Ouri. Merci beaucoup. Alors, monsieur Paul, à moins que vous ayez un tout dernier Voilà, tout dernier truc, c'est aussi ajouter que l'ambassade des États-Unis est avec nous. Ils ont dit qu'ils nous supportent. Il est possible que soit l'ambassadeur ou son adjoint soit là au festival. Là, il faut signaler, j'avais eu un rendez-vous avec leur assistante, Madame Janelle Davis. Donc, elle m'avait dit ça, en tout cas, elle se supporte. Et merci beaucoup à tout le monde, à ceux qui nous suivent. On vous invite à venir nombreux à Sobanais. C'est à côté de Bel Air, c'est très beau, c'est un truc comme ça. En tout cas, d'ici là, on reviendra là-dessus, puisqu'il y aura les annonces et tout, entre le 26 et le 27 octobre 2018. Merci, monsieur Paul, d'être passé. À très bientôt. Un plaisir d'être là bientôt. Merci. Voilà, à vous, c'était un plaisir pour moi de vous avoir servi toute cette semaine. On se retrouve lundi pour un autre numéro de Café Débat. Et là, nous parlerons aussi d'autres sujets un peu plus loin de la politique, comme qui est notre sujet prisé dans cette émission. Mais d'ici là, prenez soin de vous et au revoir. Ibali mai tapu
mato tunyi biliki suri din de dog menni tagi koni menni na kili pala mabaralandi bana ante mani fayiwa menni na kili wakala Maraya,